atelier consacré, comme vous l'avez vu, aux matériaux de demain, de la généralisation des bonnes pratiques aux grandes révolutions. La fabrique des matériaux, vous le savez, provoque de forts besoins en énergie. Les entreprises, travaux publics ont parfois peu de manœuvres pour réduire l'impact environnemental de la fabrication des matériaux. Il peut être question de s'approvisionner, on va dire, localement, et d'ailleurs on va le voir avec le bois dans un instant, valoriser aussi les déchets qui en découlent, et on a parlé beaucoup des déchets ici en début de matinée, et puis aussi certaines innovations technologiques peuvent intervenir pour diminuer la part d'énergie fossile dans la fabrication des matériaux. Le bois, j'en parlais, le chanvre, la terre cuite, l'argile, les matériaux recyclés, tous ces nouveaux produits. On va faire un tour d'horizon des usages et des avantages de ces matériaux qui représentent, il faut le dire, l'avenir du secteur et sont les matériaux qui façonneront les infrastructures de demain. Pour la dernière fois de la journée, pour ma part, je vous répète que vous pouvez poser vos questions, puis vous aurez un quiz aussi. Donc suivez attentivement les présentations et les pitchs. Un quiz à la fin de cet atelier, donc toujours l'outil Biwi avec le QR code ou l'URL solutionfntp.fr pour pouvoir évidemment interagir avec nous. Allez, on commence par parler du bois et j'invite pour ce faire Laure Plume à me rejoindre sur scène. Je vous en prie. Alors Laure, merci beaucoup d'être avec nous. Laure Plume, alors on a vu sur le programme apparaître le nom de Paul Jarquin, le président de Fibois France, mais qui malheureusement ne peut pas venir parce qu'il est souffrant. Donc voilà, il s'est excusé. Et solution, vous êtes là, c'est fabuleux. Vous êtes coordinatrice du réseau Fibois France, donc j'allais dire vous suivez bien le sujet et puis vous avez largement suivi la présentation que devait nous faire Paul Jarquin. Oui, vous pouvez enlever votre masque si vous voulez, c'est plus agréable et au moins on voit mieux votre visage. Alors n'hésitez pas, ça marche tout seul, il faut approcher le micro de sa bouche et ça marche très très bien. On va tout à l'heure parler de l'impact et des applications dans les infrastructures de demain du bois et de ces matériaux, mais c'est toujours bien quand même de parler d'abord de la filière. Alors je vais vous dire, je crois qu'il y a eu un reportage encore il n'y a pas longtemps, de taper du doigt sur les doigts sur les journalistes parfois. Quand on parle forêt, certains associent évidemment pas à tort non plus à la problématique de la déforestation. Bon, rassurez-moi, on ne va pas couper plein d'arbres pour faire des infrastructures quand même. Non, je vais vous rassurer. On a de quoi faire en forêt pour pouvoir répondre aux besoins de demain et donc aux besoins qui vont augmenter grâce à la révolution qu'on va avoir sur les changements des matériaux dans les constructions, que ce soit les infrastructures, je vais en dire horizontales et verticales. Alors, normalement, j'ai ma présentation. Exactement, qui doit dérouler tout facilement, normalement. Si vous appuyez sur le bouton, ça marche. Voilà, il faut bien appuyer. C'est ça? Dans l'autre sens? C'est le bouton vert, c'est le gros bouton vert. Alors, dans l'autre sens, je vais repartir. C'est le gros bouton vert du milieu. Vous voyez, celui-là? Celui-là. Voilà. Ah, bah voilà. Je vais y arriver. Voilà, je crois qu'on arrive à votre présentation. Voilà. Donc, juste quelques chiffres. Aujourd'hui, tout le bâtiment, ça représente à peu près 19% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un gros enjeu aujourd'hui à réduire l'impact de ce secteur-là sur les gaz à émissions de serre. Je vais y arriver. Gaz à effet de serre. À effet de serre, oui, ça sera plus simple. Et du coup, l'objectif, c'est de substituer du coup les matériaux. Et aujourd'hui, on va voir, je vais vous expliquer en quoi le bois et les autres matériaux biosourcés qui sont souvent associés à la filière forêt-bois sont une solution pertinente. Alors pourquoi? Parce que le bois, déjà, il pousse quasiment tout seul, on va dire, puisqu'il va, grâce à la photosynthèse, pour ceux qui se souviennent de leur cours au lycée, ça remonte un petit peu, ou qui ont fait un petit peu de bio après. Donc la photosynthèse, c'est comment on transforme du CO2 en fibres de cellulose. Pour faire très simple, je simplifie beaucoup. Et donc, du coup, juste par le fait de l'arbre qui pousse, il va stocker du carbone, donc il va le séquestrer. Et le fait de, à un moment donné ou un autre récolter, au moment où il est le plus optimal, de récolter l'arbre, on va pouvoir avoir un effet de stockage. Donc, en fait, on va garder ce carbone qui a été stocké par l'arbre plus longtemps, des centaines d'années. Alors, je vais donner un autre exemple qui est la charpente de Notre-Dame, 800 ans avant qu'elle brûle malheureusement en 2019, 800 ans de carbone stocké grâce à cette forêt qu'on appelait aussi avant dans la charpente de Notre-Dame, qui permettait du coup de garder du carbone. Et après, l'autre moyen pertinent, c'est la substitution. C'est-à-dire qu'on va remplacer du coup un matériau par
un matériau bois, qui va du coup permettre de réduire aussi l'impact des gaz à effet de serre, puisque on va avoir un matériau qui va stocker du carbone pendant sa constitution et qui va finalement avoir besoin d'assez peu de transformation d'énergie fossile pour transformer en planche, pour pouvoir faire une nouvelle construction. C'est l'exemple même des bâtiments construits en bois et de la nouvelle réglementation RE 2020. Alors, pour reprendre la question de est-ce qu'on va raser les forêts pour pouvoir mettre du bois dans les infrastructures de demain? Non. D'ailleurs, il y a une très bonne gestion de la forêt aussi, globalement, parce qu'il y a une critique aussi souvent sur le fait que, voilà, entre les coupes rases, il y a peut-être problématique. Il y a beaucoup de problématiques, mais il faut savoir qu'en France, en fait, la gestion de la forêt, elle est encadrée par le Code forestier depuis des centaines d'années, qui fait qu'aujourd'hui, quelle que soit la surface de votre forêt, vous avez un document de gestion durable, à minima, qui est réglementaire, qui fait qu'on ne peut pas couper n'importe comment un arbre, on ne peut pas décider du jour au lendemain de le couper comme ça. Il faut qu'il y ait une raison, un plan de gestion, il faut qu'il y ait une réflexion de la part du propriétaire forestier pour se dire à quoi va servir mon arbre. Et c'est vrai que la valorisation principale, c'est pour tout ce qui est construction. Parce qu'aujourd'hui, c'est là où on va avoir le plus de valeur ajoutée, c'est là où on va avoir les plus beaux arbres et c'est là où on va avoir vraiment un intérêt pertinent. Et du coup, plus on va utiliser de matériaux bois dans la construction, plus on va pousser les propriétaires forestiers à avoir une meilleure gestion et donc à gérer 31% de la surface de notre territoire. On est quand même le 4e pays européen avec une forêt, après la Suède, après l'Espagne et la Norvège, avec une grosse partie de notre forêt qui est privée, du coup, et une toute petite partie qui est publique, gérée par l'État et les communes, les collectivités, qui est un peu une spécificité française. Grosso modo, c'est aussi une énorme filière, la filière forêt-bois. On a tendance à l'oublier. C'est à peu près 395 000 emplois directs. C'est plus que l'automobile, il faut se le dire. On a tendance à l'oublier. C'est pas toujours su. C'est pas toujours su. On a à peu près 60 000 entreprises, beaucoup de PME et TPE, qui représentent aujourd'hui à peu près 60, si je ne me trompe pas, 63 ou 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble de la filière, donc de la gestion forestière jusqu'à tous les usages du bois. Donc je reviendrai après derrière pour vous montrer la diversité des usages qu'on peut avoir du matériau bois. Justement, maintenant on va poser la question, parce qu'on est là face aux acteurs du TP, de parler des applications dans les infrastructures de demain. Alors je vais essayer de vous en expliquer quelques-uns. Étant pas une grande spécialiste, je vais essayer quand même de vous expliquer un peu ce qu'on peut faire avec le bois. Donc comment on peut introduire du bois dans les infrastructures de demain? Il y a plein d'usages. Par exemple, ce pont qui a été fait par les autoroutes sud de France en 2002, si mes souvenirs sont bons, où il y a en lamellé-collé, donc c'est une technique constructive de bois collé, de planches de bois collées. Si mes souvenirs sont bons, c'est du Douglas. Et du coup, on a un pont aujourd'hui qui est recouvert en lamellé-collé, un pont en bois qui permet du coup d'avoir substitué un autre matériau plus consommateur en carbone et donc du coup réduire l'impact avec cette construction-là, avec un moindre coût aussi, des conditions de chantier beaucoup plus simples puisqu'on peut faire du préfabriqué. Ça aide aussi à réduire les coûts chantiers. Allez, une autre photo parce qu'elles sont quand même jolies avec de la neige. Oui, ça fait un côté chalet là, comme ça, un petit peu. Tout à fait. Une autre possibilité, c'est les parkings. On utilise tous sa voiture, il faut se déplacer, il faut se garer. Et l'avantage, c'est que le bois, maintenant, on commence à construire de plus en plus de parkings ou d'infrastructures en bois. C'est un côté palette. On a connu ça avec les terrasses, mais là, c'est vrai que ça ressemble un petit peu. C'est vrai qu'on y retrouve un petit côté palette. Ça rend. Moi, je trouve que j'aime bien. Ça a un petit côté beaucoup plus nature. Ça se fond plus dans le paysage aussi. Donc, ça a un impact sur l'ensemble de la visibilité pour les habitants. Parce que là, on voit qu'il y a des maisons quand même derrière. C'est quand même plus agréable d'avoir un bâtiment bois derrière qui se met dans le paysage plutôt qu'un bâtiment. Beaucoup moins sympathique. Et puis il y a l'odeur aussi. Il ne faut pas oublier que le bois, ça se touche, ça se sent aussi, et c'est un impact plutôt positif. Une belle coupe, comme ça on voit un peu moins l'effet palette. Voilà, on a différents types et on voit bien qu'ici on a de la mixité. Donc c'est pas 100% du bois. C'est pour ça qu'on va pas non plus déforester nos forêts. C'est que c'est le bon matériau au bon endroit. Là, on peut substituer du bois. Il faut mettre du bois. Là où le béton, l'acier ou tout autre matériau est plus pertinent par ses caractéristiques, il faut garder ces matériaux-là. On est vraiment sur la complémentarité.
Du coup, ça, je vous ai montré des exemples. Aujourd'hui, il y a plein d'usages pour les autres infrastructures qu'on n'a pas encore découvert, puisque aujourd'hui, il faut faire de l'innovation, faire de la recherche. La filière s'est structurée pour pouvoir avoir un concours d'innovation. On cherche du coup à promouvoir du coup ces innovations, à trouver des startups qui lancent des idées et qu'il faut accompagner pour pouvoir développer des solutions qui vont vous servir à vous demain. Et donc aujourd'hui, on a un concours qui fonctionne depuis 2 ans et qui nous remonte des idées comme ça à développer pour pouvoir vous apporter des solutions demain dans vos constructions. Eh bien, très bien, c'est très clair, au moins efficace, et on voit voilà, en plein de solutions et plein d'usages. Plein d'usages. Donc là, je vous ai mis les usages principaux. On retrouve partout. En fait, on touche le bois, va sur tous les usages. On va de l'emballage alimentaire. Donc, quand vous achetez votre camembert dans sa jolie boîte, c'est un emballage en bois. Jusqu'à la construction, mais aussi en passant par des jouets, par des objets du quotidien. On retrouve même dans les bateaux, dans les voitures, on peut retrouver du bois avec du contreplaqué, et de plus en plus d'usages dans le cosmétique aussi, avec la chimie verte ou d'autres produits, des revêtements de sol, etc. On utilise en fait les connexes qui sont en fait quand on coupe une grume de bois, qui sont le reste de ce qu'on ne va pas utiliser pour faire des planches de bois. Et tout ça va être réutilisé pour faire de l'énergie ou d'autres matériaux ou de la chimie verte qui sont en train de monter fortement dans la filière. Merci beaucoup, Laure Plume. Vous allez rester avec nous parce que s'il y a des questions évidemment du public sur le bois, vous serez là pour y répondre. Et maintenant, on va découvrir à travers des pitchs 3 solutions, là encore différentes. On va aller vers d'autres matériaux et c'est pourquoi j'invite à nous rejoindre sur scène messieurs Valérie Ferber, Manuel Mercé et Yvan Drouaden. Je vous en prie, merci messieurs de venir à nos côtés. Alors, je vais vous proposer d'écouter très attentivement parce qu'il y aura un quiz après. On va vous poser des questions, notamment sur ces matériaux-là. Donc, on va voir si vous suivez bien ça. Ça va être un sacré challenge pour vous. Alors, on va commencer par Valérie Ferber, qui est directeur environnement et innovation à l'entreprise Charrier, administrateur de Novabuild. Vous allez parler du procédé Satis, qui est l'incorporation de fibres de chanvre dans les sous-couches routières. Alors, en quoi consiste ce procédé et surtout, qu'est-ce que ça apporte à la transition écologique? Je crois que vous avez une vidéo à diffuser, je pense, en parallèle, tout en faisant votre présentation. Donc, je vous en prie. Oui. Très bien. Merci Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Ce procédé Satis, il consiste à introduire des fibres de chanvre, donc c'est ce qu'on appelle des fibres techniques de chanvre, dans des couches de forme routière. Alors peut-être que parmi vous, tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une couche de forme routière. Donc c'est une couche constitutive de la route. Et c'est la couche sur laquelle on va mettre en œuvre ensuite les enrobés bitumineux. Donc c'est une couche qui est assez importante parce que c'est elle qui va donner la portance à la chaussée et qui va lui apporter aussi sa durée de vie et qui permet aussi d'optimiser les épaisseurs d'enrobés et les consommations d'enrobés. Alors le procédé Satis va consister à introduire des fibres de chanvre dans cette couche, mais il y a 2 types de familles deux familles en fait de couches de forme. Il y a des couches de forme granulaires qui sont faites avec des matériaux de carrière, donc du caillou, et puis des couches de forme en sol traité. Et le procédé Satis va s'appliquer aux couches de forme traitées au liant hydraulique. Alors c'est une technique qui existe déjà depuis longtemps, qui permet de valoriser les matériaux du site et de les améliorer par l'ajout de ciment. On fait une sorte de mauvais béton entre guillemets. Qui va avoir une très bonne portance. Et on a apporté ce complément par les fibres de chanvre qui vont structurer le matériau et en faire un matériau composite, assez rustique, mais un matériau composite, et qui va venir contrecarrer quelques inconvénients du sol traité classique qui est cassant et qui fissure un peu. Donc le fait d'introduire les fibres va réduire le risque de fissuration. Ça va augmenter la résistance en fatigue du sol traité. Et du coup, ça va pouvoir être intégré dans le dimensionnement de la chaussée. Alors c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on fait un effort particulier sur la couche de forme en apportant ces fibres. Donc vous voyez sur le chantier, sur la vidéo, les opérations de dépendage, de malaxage des fibres, donc ça coûte un petit peu plus cher. Par contre, dans le dimensionnement de chaussée, cette augmentation de la résistance en fatigue de la couche du bas va permettre de réduire les épaisseurs d'enrobés de l'ordre de 4 cm à peu près. Alors vous dites 4 cm, c'est pas énorme, mais en fait l'enrobé c'est ce qui coûte le plus cher dans la structure de chaussée. Donc quand vous dites à
à votre client que vous lui enlevez 4 cm d'enrobé sur 30 000 m², il est vraiment très très content. Et donc du coup, ça se solde par un bénéfice économique, puisqu'en gros, vous avez 2-3 euros de surcoût d'introduction des fibres de chanvre et vous avez à peu près 4-5 euros d'économie sur les enrobés. Donc c'est bénéfique économiquement. Et puis vous comprenez aussi, c'est qu'en introduisant du végétal dans la sous-couche, vous réduisez vos consommations de granulats et de bitume. Donc ça se répercute directement en fait, sur le bilan carbone du chantier, avec là aussi une réduction. Donc en résumé, je mets des fibres de chanvre dessous, je mets moins d'enrobés dessus. La vie est belle. Tout le monde est content. C'est ça. Donc c'est un procédé qui nous a demandé une grosse dizaine d'années de R&D, bien comprendre les formulations, l'apport des fibres, arriver à l'intégrer dans le dimensionnement. Le dimensionnement se fait selon la norme de dimensionnement, donc en vigueur. Et puis on a développé, vous l'avez vu aussi sur la vidéo, un épandeur qui est spécifiquement dédié à ce procédé, parce qu'il faut arriver à séparer ces fibres pour pouvoir les épandre et ensuite les malaxer avec le sol. Donc ça, c'est ce qu'on a vu sur le chantier. Donc c'est pas mal d'efforts quand même. Et là maintenant, le premier chantier date de 2014. On a une grosse dizaine de chantiers qui nous servent de référence et qui vont permettre de le solidifier, de mieux le vendre encore. Merci beaucoup, vous êtes efficace. Je vous demande une présentation en 3 minutes pour laisser la place aussi à des questions du public. Donc c'est parfait. Alors je vais passer la parole à votre voisin, Manuel Mercier, dont directeur industrie et associé entreprise Materop. On parle du côté notamment de la terre cuite, de l'argile. Donc vous avez inventé une solution, si je puis dire, qui remplace le ciment conventionnel par un ciment d'argile. C'est ça qui n'a pas besoin de cuisson. J'ai bien lu sur votre site au moins. Alors qu'est-ce que c'est que cette innovation de rupture? Si vous voulez présenter vos slides, vous avez un Pavlov devant vous avec le gros bouton vert. Merci. Voilà, on va rester là-dessus pour l'instant. Merci pour l'introduction. Bonjour à tous. Ce qui est intéressant, c'est le titre du programme de cette table ronde, en fait, sur les matériaux de demain. Oui, alors que c'est un vieux... Mais c'est le problème de tous ces sujets, développement durable, etc. On refait nos trucs de grand-mère et d'arrière-grand-mère, si je puis dire. Tout à fait. Et le titre, c'est tout un programme, et c'est assez rigolo dans la période d'élection actuelle. On va en parler. C'est pour ça qu'il faut qu'on finisse à 15h, parce qu'après, il y a la plénière avec les candidats à la présidentielle. Tout à fait. Et donc, il y a vraiment des enjeux en fait, très forts. Et on est en train de vivre en fait, une période assez fantastique, à la fois passionnante et un petit peu effrayante sur certains aspects, avec des modifications à la fois conjoncturelles et structurelles majeures. Donc, on a eu des exemples de présentation ce matin. Jean-Marc Jancovici qui est intervenu, ou Patrick Pouyanné, c'était vraiment très intéressant. Les prix de l'énergie qui explosent, la question de la disponibilité de l'énergie et globalement des matières premières, les quotas CO2 avec le quota CO2 qui est autour de 100 € la tonne aujourd'hui, la norme, les nouvelles normes qui arrivent, et notamment dans le bâtiment, la RE 2020 qui est quand même une révolution, et tous les enjeux de décarbonation globaux de la filière. On a des très bons documents sur ces sujets, que ce soit la stratégie nationale bas carbone, le plan de transformation de l'économie française proposé par le Shift Project, ou encore tous les plans de transition sectorielle que fait l'ADEME. Donc, là, il va vous rester 2 minutes pour présenter votre solution. Exactement. Parce que si vous nous résumez tout ce qui se passe... mais c'est important parce qu'en fait, ce qu'on fait justement chez Materop, et vous l'avez introduit en fait en introduction de mon propos, c'est qu'on essaie d'apporter une réponse cohérente. Comment, par deux biais, en fait, une voie technologique et une voie industrielle. Donc d'un point de vue technologique, on valorise effectivement de l'argile crue. Donc ça, c'est notre spécificité, de l'argile non calcinée, pour faire des ciments. L'avantage de l'argile, c'est que c'est un matériau qui est local, qui vient de l'économie circulaire, qui est intrinsèquement peu carboné. Et de cette argile, on en sort un ciment, notre premier ciment. Vous avez peut-être des choses à montrer en image, non? C'est peut-être ça? Non, pour l'instant, pas encore. Attention, suspense. J'ai pas oublié. Donc notre premier ciment, qui a un équivalent 42,5 à 350 kg de CO2 par tonne, donc qui est déjà intéressant par rapport à ce qui se fait sur le marché. Deuxième dimension, et là je passe à la première slide. Ah, on a mis les 4 en même temps, mais c'est pas grave. Voilà. Donc sur la gauche, vous avez en fait ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc sur la dimension industrielle, notre première usine pilote dans le sud des Landes. On est une jeune société, on a 3 ans et demi. On est dans une logique en fait de petits sites industriels, donc à terme des capacités de 150 000 tonnes, donc qui est assez faible par rapport à l'industrie cimentière. Dans une logique de résilience territoriale et de redynamisation des territoires. Et en fait, sur 2022, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on avance dans une logique partenariale. Et là, c'est les 3 autres images que vous avez à l'écran. Sur des produits assez simples, de la dalle gazon par exemple pour faire des parkings respirants, ou des blocs pour faire des bâtiments simples ou des clôtures. Donc par exemple là vous avez un bâtiment qui est chez un agriculteur juste à côté de notre site à une quinzaine de kilomètres.
Et donc on avance avec des partenaires de la chaîne de valeur pour produire ces bétons locaux, propres et esthétiques. Dans une logique de dupliquer ça en fait, et de massifier ça à partir de 2023. Et s'il y avait une chose à retenir sur Materup, c'est l'argile crue par rapport à d'autres technologies qui se font actuellement dans le bâtiment, notamment les argiles calcinées, mais aussi tous les laitiers d'eau fourneaux, etc., dont je pourrais parler dans les questions. Nous, on valorise de l'argile crue, c'est le gros avantage et notre spécificité, et qui nous permet d'avoir un matériau avec une dimension écologique forte. Merci à vous pour cette présentation. Donc on va passer, on va dire, au troisième pitch. Alors, ce n'est pas non plus un nouveau matériau, parce que là, on va parler de recyclage avec vous, Yvan Drouaden, directeur matériaux recyclés Granua chez Eurovia. Tout à l'heure, Lorraine Dumont, qui intervenait ici sur scène pour parler de commande publique, a déjà mis en avant votre procédé. Donc, on va en parler, puisqu'on sait que ce sont des millions de tonnes d'enrobés bitumineux qui sont tous les ans en France, et qu'on a encore un taux de recyclage malheureusement encore faible et qu'il faut progresser là-dessus. Et donc en images aussi, parce que vous avez des images à nous dévoiler, vous allez nous montrer la première route recyclée au monde, c'est ça ? Merci Nathalie, bonjour à tous. Moi je vais prendre le titre de la session un peu à l'envers, de la grande révolution ou la grande démonstration à la généralisation des bonnes pratiques. Vous avez raison. Le recyclage n'est pas nouveau dans la route, c'est même un lieu privilégié d'expression du recyclage. Mais en France, les enrobés produits sont en moyenne à 20% recyclés. Oh, c'est ça. J'avais 18% comme chiffre. Voilà, vous voyez, 18, j'ai arrondi à 20. Et sur le milieu autoroutier, des grosses opérations de renouvellement maintenance, on est bloqué à 50%. Donc notre démonstration a eu comme objet de montrer que c'était possible à 100%. Dans le but de la décarbonation. Et donc, on a, dès 2018, voulu relever ce challenge avec notre partenaire Autoroute du Sud de la France, en faisant 1 km d'autoroute complètement de la couche de forme que vient de présenter Valérie, donc toutes les couches d'enrobés jusqu'à la surface, 100% recyclées. On est sur l'autoroute A10 à une trentaine de kilomètres au nord de Bordeaux, et donc on n'a pas le droit à 1 minute de plus d'intervention. On n'a pas le droit à aucune défaillance dans ce cadre de la démonstration. C'est ce qui en fait toute l'attractivité. Je vais vous la présenter rapidement et comment ces conclusions ont pu diffuser dans le marché et sont encore en train de diffuser dans le marché. Ça fait partie des technologies qu'on doit utiliser, pousser à bout pour décarboner et faire la transition de nos métiers. 3 challenges dans cette démonstration. Le premier, technique et de crédibilité ou de confiance. Le deuxième sur le matériel que vous êtes en train de voir, et le troisième sur la diffusion. Tout d'abord, faire une route 100% recyclée dans le cadre réel et pas sur une planche d'essai, c'est beaucoup de conviction. Et on a dû prendre le meilleur de la technologie française, tout l'état de l'art qui est plutôt mécanique, et rajouter des parties qui nous viennent de l'autre côté de l'Atlantique, plutôt Nord-Amérique, sur la chimie du bitume, pour inventer des tests de vieillissement de ces bitumes, vieillissement des enrobés qui nous permettaient de présenter à l'ADEME et à notre premier client ASF un dossier technique sur lequel nos formulations à 100% recyclées avaient toutes les chances d'être crédibles. On a été lauréat du plan d'investissement d'avenir de l'ADEME, la route du futur, et on a eu l'autorisation par ASF de faire. Donc ça, c'est un premier travail de laboratoire de l'ordre de 5 ans qui a permis de décrocher cette démonstration. Deuxième challenge, quand on a toute l'histoire thermique et de formulation en laboratoire qui a permis de décrocher cette opération, il faut savoir la reproduire dans un outil qui forcément n'existe pas puisque ça ne correspond pas au marché. Donc avec notre fournisseur Marigny Hermont du groupe Faya, on a transféré tout ce qu'on a appris en laboratoire pour pouvoir le réaliser dans la machine que vous avez vue juste avant, et donc qui nous permet de rajouter un tube sur ces usines mobiles de fabrication, de recycler de l'énergie, d'incinérer une partie des émissions et surtout de maîtriser le temps de malaxage qui nous permet de remobiliser parfaitement le bitume et l'ancien bitume. Troisième challenge, la diffusion. On n'a pas fait tout ça juste pour dépenser des sous, puisque l'ensemble de l'opération est financièrement importante. C'est bien
pour avoir une bonne communication de toutes ces nouvelles techniques pour justement pouvoir transférer sur le marché, sur la partie normative, sur les guides qui guident le recyclage et la construction routière en France, toutes ces nouvelles valeurs de taux de recyclage qui sont valables jusqu'à 100%. Alors je vais juste vous demander de clôturer parce qu'on a un quiz et quelques questions, j'aimerais quand même du Je public. clôture. Et juste les candidats à la présidentielle qui nous attendent ou pas d'ailleurs. Je conclus avec quel effet ça a eu. Depuis 3 ans, mais on la suit, elle est parfaite, aussi bien qu'une autre chaussée. Donc plus ça va, plus on est crédible. Déjà, les autoroutiers ont modifié les appels d'offres pour ne plus mettre de limite au recyclage, mais mettre des objectifs de performance. Et donc, ce marché s'ouvre. Quelques mois après, 3 départements ont déclenché des marchés où on a pu intervenir à 70% de recyclés sur des routes départementales. Et on a même vu dans nos équipes distantes en Nord-Amérique, par exemple, des coins qui étaient bloqués à 20% ou même à 0% qui sont passés à 20%. Ceux de 30 sont passés à 50%. Et la généralisation est maintenant assez bonne sur ces pratiques qui dépassent les taux habituels de recyclage. Quel gain on a? À 100% recyclé, entre 70 et 100, on a de l'ordre de 25% avec un coût équivalent en émissions de gaz à effet de serre. Alors juste vraiment, conclusion, je vous promets, parce que sinon on n'aura pas de questions du public et il y a un quiz. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la grosse difficulté de l'exercice. Vous pouvez aller voir Marigny-Hermont, nos concurrents, l'ensemble du métier et nous-mêmes réinvestissons sur ces nouveaux outils pour que ça puisse être scalable et avoir des bénéfices environnementaux qui se... Pardon. Voyez, on vous appelle. C'est un petit exercice. Des bénéfices environnementaux qui sont en phase avec les objectifs de décarbonation. La prochaine étape, c'est la même chose sur le froid. Parfait, merci beaucoup. Alors il va nous rester 5 minutes pour que déjà vous répondiez à un quiz, donc il va falloir livrer l'exercice. Prenez vos téléphones si vous êtes sur Biwi. Premièrement, on va parler de chanvre. L'introduction de chanvre dans un enrobé routier permet, il y a 4 réponses, A, d'augmenter la résistance des ouvrages, B, d'utiliser moins le bitume, C, de réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à la production de l'ouvrage, ou D, d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Je ne vais pas le lire en entier. C'est parti pour le sondage. Je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles. Alors en pourcentage, on nous met 100% pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Heureusement, personne n'a dit augmenter. Utiliser moins le bitume et augmenter la résistance, ce sont les 3 premières réponses A, B et C. Deuxième question, sur les matériaux recyclés. Techniquement, utiliser des matériaux recyclés dans un ouvrage routier représente A, des difficultés techniques car le matériau est différent, ou B, des difficultés d'acceptation car le matériau est recyclé. Ah bah finalement, il y a moins de réponses pour la B, mais c'est peut-être plutôt la B, hein, c'est vrai, il y a quand même besoin encore et vous l'avez très bien expliqué. Allez, troisième question, je suis désolée, on n'a pas le temps de tout développer. Quel composant du béton est le plus émetteur de carbone? A, l'eau, B, le ciment, C, sable ou gravier? Et ben voilà, vous avez la bonne réponse, vous êtes formidable. 100%, c'est bien réussi. Et quatrième et dernière question avant que je fasse un petit sondage. Parmi ces produits, à votre avis, quel est le plus disponible? A, laitier de haut fourneau, B, argile crue, C, cendre volante, D, fumée de silice, E, argile flashée type métacaolin. Je vous en prie, allez-y. Alors on y va pour la réponse. Ah ben voilà, vous êtes parfait, là aussi il n'y a pas besoin, 100%, vous avez tout compris. Et maintenant, alors évidemment vous avez des profils différents, mais on a envie de vous demander, c'est pas un sondage, vous n'êtes pas en compétition, mais quelle solution seriez-vous prêt à mettre en place sur vos chantiers entre Novabuild, Materup et Eurovia? Les 3, allez. Attention, suspense. On a une réponse?
Attention. Oh là là. Bon. C'est bon. Après, ça On pourra dépend faire du des bordures de profil du trottoir, public. si vous voulez. Exactement. On pourrait discuter après. Est-ce qu'on a des questions là qui viennent par Biwi? Le temps d'en prendre une ou deux, parce que je vois qu'il est 58. Il y a eu des questions? Pas de questions? C'est formidable. Ah si, alors, la durée de vie des constructions en bois et le coût d'entretien. Pas facile de répondre en une minute à cette question. Non, c'est pas facile. La durée de vie d'un bâtiment, alors avec la nouvelle réglementation, ça va changer. L'objectif étant d'allonger la durée de vie des bâtiments, tant sur la durée en tant que bâtiment, mais aussi sur le recyclage et sur du coup la durée de vie des matériaux utilisés dans le bâtiment. Mais en moyenne, vous avez la charpente de Notre-Dame qui avait 800 ans et vous avez des bâtiments aujourd'hui qu'on déconstruit en bois qui avaient 50 à 80 ans. Aujourd'hui, on a des bâtisses, vous allez à Strasbourg, il y a des très jolies bâtisses qui sont très 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 vieilles et en bois. Et il y a le coût, parce qu'on dit toujours ça peut être plus cher, etc. Alors le coût est compliqué parce que on compare pas. La construction en bois est très différente de la construction classique qu'on avait avec le ciment. C'est sûr que si on applique la même méthode et la même approche, le bois peut paraître plus cher parce qu'il est moins malléable que le ciment sur chantier. Donc en fait les coûts on les réduit en fait en amont et sur le chantier puisque du coup on peut faire beaucoup de préfabriqués et donc du coup plus on fait du préfabriqué, plus on anticipe et qu'on a juste à mettre les blocs au moment où on construit, plus on réduit les coûts de main d'œuvre sur chantier. Donc ça peut coûter moins cher, mais c'est pas sur les mêmes postes. Alors, il y a deux questions sur le chanvre, Valérie Ferber. Il va falloir être efficace. D'où provient le chanvre utilisé dans les sous-couches et que se passe-t-il dans le temps quand les fibres se dégradent? Alors, deux questions. La première, il y a plusieurs usines qui sont capables de fournir des fibres techniques de chanvre comme ça aujourd'hui. Donc nous, on se fournit essentiellement dans une usine d'une grosse coopérative en Vendée qui s'appelle la Cavac, qui a des centaines et des centaines d'hectares exploités pour cette application. Il y en a en région parisienne, il y en a aussi dans l'Aube. C'est plutôt la partie nord de la France. Et alors la deuxième question m'inquiète, parce qu'elle prend comme hypothèse que les fibres se dégradent dans le temps. Alors on espère bien que les fibres ne se dégradent pas dans le temps et on fait tout pour... on continue à étudier ça. Le but, c'est quand même que la chaussée, dans 20 ans ou dans 30 ans, parce que les chaussées sont dimensionnées à 30 ans, donc c'est le but que les fibres soient toujours là dans 30 ans, parce que c'est là justement qu'elles vont le plus jouer. Donc il n'est pas question qu'elles se dégradent. Il y a une question pour chacun d'entre vous, et puis voilà, si vous voulez partir par là vers la plénière, on va quand même prendre 2 minutes pour les questions. Eurovia, enrobé 100% recyclé, mais sans ajout de bitume, point d'interrogation, Yvan Drouaden. 100% recyclé, c'est 98,5. On a au moins à corriger le bitume que l'on avait avant. Donc on peut ne pas rajouter de bitume, mais il a été rendu un peu plus cassant, un peu plus dur par le soleil et la vie sur le chantier. Et donc on va le corriger avec du 0,5% ou 1%, ça dépendra de la formulation, d'huile qui va corriger sa rhéologie et le rendre exactement dans les mêmes configurations mécaniques qu'un enrobé bitumineux classique avec du bitume. L'impact environnemental de l'enrobé, c'est surtout sur le bitume qui nous vient de l'industrie pétrolière. Et donc là, on en rajoute presque pas ou une toute petite quantité juste pour avoir la performance. Parfait. Et dernière question pour vous, Manuel Mercier. Oui. Votre ciment est-il à la norme, aux normes et peut-on faire du structurel? Je pense que c'est ça la question qui est posée. C'est une excellente question. À la norme, non, clairement. Aujourd'hui, les cimentiers, en fait, ils excluent 5% d'argile. En fait, ça exclut de la norme. Donc, en fait, on respecte tout le cadre performantiel de la norme, en fait, de la norme à la fois ciment et béton. On a fait des essais, on est continué à les faire, notamment avec le CSTB. Donc ça, c'est un gros enjeu, en fait. Et justement, c'est pour ça qu'on avance sur des applications au départ hors du champ d'application de la norme. Donc des endroits en fait où on peut mettre du béton avec les performances qui vont bien, c'est ce qu'on a sans être dans la norme. Et un des gros enjeux de ce qu'on fait, c'est justement de normaliser ces produits, de les certifier, sachant qu'on peut assurer les produits sans être dans la norme. Et ça, c'est intéressant et c'est ce qu'on fait dès à présent. Et la deuxième partie de la question... peut-on faire du structurel? Oui, c'est ça. Peut-on faire du structurel? Alors oui, tout à fait. On fait du C25-30 avec nos bétons. Ceci dit, ils ne sont pas dans la norme, donc il y a des questions assurantielles derrière. Et donc aujourd'hui, on avance sur des applications non structurelles, celles que vous avez vues, par exemple les dalles gazon. J'ai parlé des bordures de trottoir pour le TP. Tous les produits, en fait, les agglos, en fait, les parpaings, c'est pareil, en fait, c'est non structurel. La partie structurelle, elle est reprise par le chaînage. Donc on avance par des produits simples
pour avancer vers des niveaux de complexité qui augmentent, sachant que les normes elles sont en train de bouger fortement. Il y a le N197-5 qui vient d'arriver. Il y a des gros enjeux de décarbonation de la filière. Il y a différentes possibilités. J'en ai parlé à travers la question, à la fois les laitiers, le méthacholine, etc. Ceci dit, il y a un gros enjeu. En fait, il y a un bottleneck sur pas mal il y a un goulot d'étranglement sur pas mal de matières. Et le gros avantage de l'argile crue, c'est justement qu'elle est massivement disponible. Notamment en France, on a des stocks qui sont colossaux et un potentiel d'application énorme, déjà en restant sur des applications non structurelles, ce qu'on fait dès à présent. Merci à vous. 15h30, on va dire qu'on a bouclé la boucle. On a parlé de matériaux de demain, mais en fait, on a vu beaucoup de matériaux qu'on utilisait par le passé, voire du recyclage. On peut vous applaudir tous les quatre pour votre intervention.